Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Robe numérique. Cette semaine, on va parler des collectivités territoriales. Vous savez, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Et comme on est à La Robe numérique, on va évidemment parler numérique et cyber des collectivités territoriales. Pour parler de ce sujet, j'ai choisi un angle très spécifique qui est lié aux communes rurales, aux villages finalement de France. Et pour parler de ce sujet, j'ai comme invité John Billard, qui est donc secrétaire général de l'Association des maires ruraux de France. On est bon ? C'est ça. Bienvenue, John, au micro de La Robe numérique. Alors, la première question que j'ai à te poser, c'est pas naturel de se dire un village ou une petite ville, enfin vraiment une toute petite ville, et le numérique, c'est pas naturel. Donc toi, quel a été ton premier constat et pourquoi tu es parti sur le sujet numérique dans cette association ? Alors d'abord, je ne sais pas si c'est pas naturel. Aujourd'hui, le numérique, il est partout, quel que soit l'endroit où on est. Il n'y a pas aux gens... en fait, quand Emmanuel Macron est arrivé dans son programme, il a dit à un moment donné, la totalité des services publics doivent être dématérialisés. Or, il n'y a pas plus en proximité qu'une mairie. Parce qu'avant d'être secrétaire général, je suis maire d'une commune de 350 habitants et il n'y a pas plus près de la population qu'une mairie de village. Mais quand vous dématérialisez la totalité des services publics, que ce soit en ville ou à la campagne, il faut être numérisé. Et c'est pour ça que l'un des combats que j'ai pu mener avec d'autres associations, d'ailleurs, pas tout seul, mais avec l'Association des maires ruraux de France, c'est d'abord, avant d'obliger les concitoyens à utiliser du numérique pour faire des démarches, c'est d'avoir le réseau qui va avec. Et donc les deux premiers combats que j'ai pu mener, alors je dis combat parce qu'il a fallu quand même négocier pendant longtemps, et notamment pas qu'avec l'État, aussi les opérateurs, c'est d'amener la fibre optique dans tous les villages et veiller à ce que le téléphone mobile soit aussi accessible partout, parce que, comme je dis souvent, quand on prend l'avion et quand on va d'un endroit à un autre, il faut qu'on puisse faire le voyage en totalité. Et avec un téléphone, souvent, on ne fait pas le voyage en conversation longtemps quand la conversation s'arrête parce qu'il n'y a plus de réseau. Oui, c'est le problème de ce qu'on appelle les zones blanches, en fait. Exactement. Et alors, est-ce que ça a été bien compris, y compris par les maires et par les pouvoirs publics, ce besoin finalement de traduire de manière très opérationnelle, très concrète au quotidien de vos citoyens, ce besoin de numérique ? Après, sinon, c'est un peu une injonction contradictoire, finalement. En fait, la difficulté, c'est le besoin, il s'identifie avec un mouvement de société, la numérisation de la société, mais après, c'est comment je passe à l'échelle. C'est-à-dire que quand vous dites, par exemple, à un maire qu'il faut qu'il mette un certain nombre de services numériques parce que les concitoyens en entendent parler partout, mais eux, ils ne l'ont pas, forcément, il y a deux aspects. Il y a la partie technique, donc ça, c'est la partie réseau, la partie infra, on va dire, infrastructure. Puis après, il y a la partie connaissance et comment je fais pour le faire. Et ça, c'est peut-être la plus grande difficulté parce que quand on ne sait pas, on n'ose pas et on fait pas. Donc ça, c'est le premier point. Mais le problème principal de tout ça, c'est de l'argent. C'est le financement, finalement. C'est le financement. Parce que déployer un réseau, c'est beaucoup d'argent. Pour un opérateur, c'est manque de rentabilité. Je rappelle que quand vous mettez ou un pylône ou vous raccordez une fibre dans une ville, vous raccordez plus d'habitants que quand vous le mettez dans un village où des fois vous n'avez qu'une maison, il faut faire 300 mètres de raccordement. Donc il y a la problématique, on va dire, financière, rentabilité. Donc ça c'est des choses il y a tellement d'éléments qui viennent s'accumuler, c'est où on le prend. Et pour ça, quand je suis arrivé à l'Association des maires ruraux de France, mon premier rôle, si je puis dire, qui m'avait été confié par le bureau, c'était de sensibiliser les élus à la chose numérique, si je peux le dire comme ça. Et l'une des premières choses que j'ai fait, c'était d'expliquer qu'il fallait que chaque commune de France ait son propre site internet. Pourquoi ? Parce que, déjà, ça bloquait le nom de domaine. Je ne vais pas refaire l'histoire de le fameux Laguiole qui avait été pris et racheté, etc. Mais pour autant, c'était une identité. Donc, il fallait que la commune de France, toutes les communes de France, aussi grandes et petites qu'elles soient, elles puissent exister aussi sur la toile. En gros,
si je me pars en vacances, si je cherche un endroit, quand je tape le nom d'un village, je dois pouvoir le retrouver. Et le plus simple, à l'époque, je rappelle que c'est pas si loin que ça, mais c'est quand même la préhistoire, c'était il y a 10 ans, c'était de se dire, il faut que je monte un site internet. Et donc là, vous avez deux aspects, c'est le coût et le réaliser. Et ce qui se passait, encore un peu aujourd'hui, mais un peu moins quand même, c'est que vous aviez souvent dans l'équipe municipale un type qui était un peu plus geek qu'un autre. Vous aviez le fils d'un tel qui disait il va nous faire notre site, etc. Et donc il y avait un peu de bricolage. Et c'était bien, parce qu'il fallait se démarrer. Et moi-même, quand je suis arrivé pour me présenter aux élections municipales en 2008, j'ai fabriqué moi-même mon site internet, etc. Mais après est arrivé tous les problèmes de sécurité, de fiabilité, de réglementation, etc., etc. Et il fallait accompagner, il fallait faire quelque chose de simple. Et donc voilà. Donc après j'ai repris une association que j'ai fusionnée avec les maires ruraux de France pour développer quelque chose qui existait avant que je n'arrive, mais en gros je l'ai un peu grossi. Il fallait passer à l'échelle. Voilà, je passe à l'échelle avec la plateforme campagnol.fr, qui est donc une plateforme qui permet de faire des sites internet pour les communes à un prix extrêmement bas, puisque c'est associatif. Et puis surtout, c'est géré par un syndicat numérique, qui est d'un point de vue réglementation, qui n'est pas une boîte privée, on va dire, et qui doit porter en lui toute la réglementation qui va avec. Ça évite aux élus de se poser toutes les questions en termes de sécurité, en termes de normes, en termes de aussi RGA, enfin la réglementation handicap, tout ce qui est RGPD, etc., etc. Donc on a essayé d'englober tout ça dans l'offre avec un accompagnement, avec 2 collaborateurs dont le métier c'est d'accompagner ou la secrétaire de mairie ou le maire ou l'adjoint à construire son site sur une base qui est universelle et qui est simple, mais qui a été simplifiée en fait. Voilà un peu le départ. Et une fois que la tendance a été prise avec d'autres opérateurs dans d'autres sociétés sur le site internet, qui était le premier élément numérique, on va dire des villages. Après, les choses se sont beaucoup accélérées puisque les réseaux sociaux sont arrivés. Je rappelle qu'avant, il n'existait pas à ce point-là. Oui, 2004, Facebook 2008, n'existait même pas. Et je me souviens d'ailleurs un truc assez rigolo. J'étais intervenu à Ruralytique. On va dire, c'est la rencontre de tout ce qui touche le numérique au niveau des collectivités territoriales. Ma première intervention, j'avais dit, si vous n'avez pas de site internet, moi, je suis pour que vous ayez Facebook. Je me souviens. Et je me suis fait pourrir en disant oui, en tout cas c'est américain, etc. Je dis oui, mais le problème c'est que les gens aujourd'hui qui habitent dans un village, etc., ils ont besoin de savoir ce qui se passe dans leur village. Enfin, les réseaux existent, donc on peut pas s'en écarter. Après, c'est aussi une manière d'avoir une communication plus directe. Exactement. Et de toucher tout le monde en tout temps et à tout moment et en tout lieu. Donc c'est aussi faire exister la mairie et ses services différemment. Ça, les choses ont évolué parce que ont évolué parce que autant au début c'était vraiment d'entrer comme dans les petites entreprises. D'ailleurs, c'était la même chose dans une vitrine. Oui, c'était un site vitrine. Voilà, un site vitrine. Et sont arrivés après d'autres choses, notamment les services. Oui, mais si on parle très basiquement dans toutes ces petites villes, en tout cas ces villages, il y a très peu d'agents de mairie. Les maires sont aussi, comme tu l'es, ont un job à côté. Donc, vous ne pouvez pas avoir 100% de votre temps dédié à la mairie. C'est-à-dire que si on cherche une information, ça ne va pas être ouvert tout le temps. Enfin, voilà, les heures d'ouverture sont quand même plus limitées. Donc, cette information, qui est certes sommaire, elle est indispensable. Alors, indispensable, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a un nouveau besoin de la population qui s'est exprimé. J'ai pour habitude de dire que souvent, on parle de l'inclusion numérique pour ceux qui ne savent pas. Ou l'exclusion numérique plutôt pour ceux qui ne savent pas, qui sont éloignés du numérique, qui ne savent pas utiliser un ordinateur, etc., etc. Mais il y a aussi une autre partie de la population, il y a ceux qui veulent l'utiliser et dont la mairie n'a pas d'offre. Je prends un exemple, c'est l'exemple que j'utilise toujours. Est arrivé donc les services, c'est-à-dire que la vitrine, elle est devenue, à un moment donné, il y a une porte qui s'ouvrait. C'est pour ça que je dis que le site internet d'une commune, c'est le portail d'entrée des services municipaux. Et vous avez souvent, c'est là que je prends c'est cet exemple-là que je prends à chaque fois, notamment pour réserver, par exemple, une salle.
salle polyvalente. Moi, j'étais un des premiers, je pense, pas le premier, mais un des premiers, à donner accès à un agenda pour savoir quand je pouvais louer, quand la salle polyvalente, la salle des fêtes, elle était disponible. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que d'abord, j'en avais marre qu'on m'appelle le dimanche soir pour me demander si elle était libre. J'étais pas à la mairie, j'avais pas l'agenda, etc. Parce que, vous savez, le dimanche, la famille arrive, on dit, tiens, on va faire le baptême du petit dernier, tiens, la salle, est-ce qu'elle est dispo? Je sais pas, attends, j'appelle le maire. Donc, enfin, je caricature, mais c'était un peu ça quand même. Et donc, le fait est, c'est que j'ai mis un agenda sur le site, et donc les gens, ils peuvent aller voir l'agenda quand c'est pris, quand c'est pas pris, quand ils peuvent réserver, etc. Mais ça, c'est assez simple. Mais quand vous avez des familles qui, par exemple, qui ont des enfants à l'école, et qui veulent, et c'est souvent d'ailleurs le problème des enfants, des familles monoparentales, il faut réserver la semaine à la cantine. Dans les nouvelles générations, et qui travaillent, ça, ils s'en occupent ou le soir, ou le week-end, et c'est là que c'est fermé. C'est pour rebondir par rapport à ce que tu disais tout à l'heure. Ou dans le RER le matin pour aller au boulot. Voilà, mais ça, c'est quand on est parisien. Mais il y a du ruralité, même dans Paris, même dans les zones... pour venir de Seine-et-Marne, je peux te promettre qu'on a des tout petits villages. Et donc, si on n'offre pas cette possibilité, on exclut un service de gens qui en ont besoin. Donc, on complexifie l'accès, en tout cas. Voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des nouvelles possibilités numériques. C'est-à-dire que le numérique, il ne faut pas qu'il soit opposé en disant, oui, il y a plein de choses qu'on ne fait plus, etc. Non, il faut l'adapter par rapport aux besoins. Et donc, c'est pour ça que, à un moment donné, donc une fois que Campagnol était sorti par rapport à la vitrine, s'est posé la question de à quoi ça sert. Si c'est juste pour dire que la commune est belle, etc., bon, ok. Mais aujourd'hui, en fait, c'est plus que ça. Parce que maintenant, on a d'autres systèmes, les alertes comme Panneau Pocket ou d'autres, des applications sur les téléphones qui envoient des notifications pour dire qu'il se passe quelque chose dans la commune. C'est devenu maintenant le nouveau service. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut faire entrer le numérique, y compris dans les communes rurales, et c'est pas parce qu'elles sont rurales qu'elles doivent pas être modernes, ou quand on est dans les services, et donc il faut faire évoluer et accompagner. Mais il y a beaucoup d'élus, un peu moins c'est vrai, qui ont eu du mal à franchir ce pas-là. Est-ce que toi, tu as vu un avant-après, et avant-après quoi, sur la prise en compte du numérique dans les communes, ou est-ce que c'est venu finalement de la demande des habitants ? Alors, je ne sais pas répondre à cette question, en fait. Non, je ne sais pas parce que, d'abord, je suis trop impliqué, donc j'ai suivi quasiment à la semaine les évolutions. Donc, quand on passe d'un monde à un autre, on voit bien qu'on a changé de monde. Or, quand on suit l'évolution du monde, c'est pas tout à fait pareil. Donc, je sais pas dire. En tout cas, une chose que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde sait que ça existe. Tout le monde, quand je dis tout le monde, tous les élus, les concitoyens, enfin tout le monde, en fait, pour être plus simple, ils se disent, il faut qu'on fasse avec. Maintenant, il faut aussi qu'on soit mieux accompagné. C'est-à-dire que le numérique, c'est pas un truc simple, finalement. On essaye de faire des applications qui soient utiles, utilisateurs simples, mais pour le coup, c'est pas si simple que ça. Alors, c'est très simplifié. Mais c'est pas du tout simple, c'est assez complexe au final. L'utilisation est assez simple finalement et pas toujours. Ils essayent en tout cas de présenter ça de manière ergonomique, très user-friendly, etc. Mais finalement, on s'en rend bien compte dans la mise en œuvre, même dans l'adoption, le changement de pratique que ça induit. Et quelle que soit la taille, que ce soit public-privé, le nouvel outil y perturbe. C'est finalement pas simple du tout. En fait, ce qui est pas simple, moi, ce que je découvre, que ce soit d'ailleurs, justement, c'est pas que les communes, ou les collectivités territoriales, on est vraiment dans l'ère numérique, c'est que de toute façon... Alors, en fait, ce que je veux dire, c'est que quel que soit maintenant l'outil numérique qu'on met à disposition, que ce soit dans le public ou dans le privé, il faudra toujours intégrer un accompagnement, une solution d'accompagnement humaine. Une assistance ou une assistance humaine. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il est illusoire de croire que 100% d'une population ou d'une clientèle sur un service peut faire tout numérique. C'est pas possible. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce qui s'est développé ces dernières années sur les usages ? C'est seul face à son ordinateur ou seul face à son téléphone, sans solution. Moi, les chatbots, on s'imagine que c'est un truc d'intelligence artificielle qui va accompagner, mais quand on réfléchit bien et quand on est usager, on n'apporte pas la solution. Et le sentiment qu'ont les Français parfois d'être abandonnés des services publics, il est là. C'est-à-dire qu'ils se disent, mais comment je vais m'en sortir ? Et c'est pas que dans les collectivités.
face à un problème avec son banquier. On vous dit aujourd'hui qu'on peut faire un emprunt directement avec son smartphone, juste en échangeant avec des informations dont dispose par exemple le banquier. Ça peut être la même chose sur un assureur, hein. J'ai rien contre l'un ou l'autre, mais pour autant, il y a un moment donné où on reste coincé. Et si on ne trouve pas l'interlocuteur qui va nous aiguiller, nous accompagner, on va dans le mur. Oui, et c'est ça qu'il faut corriger. Ça déshumanise beaucoup le service aussi. Et puis le service public, il a ce sens-là quand même de la proximité. C'est là où ça... Ouais, exactement. C'est là où justement la notion de service public, elle est plus prégnante que dans le service privé, parce qu'à la limite, si vous n'êtes pas content de votre banquier, vous en changez, alors que dans l'administration, vous changez. On peut toujours déménager, mais ça fait de gros changements à chaque fois, quoi. Voilà. Et toi, en tant que maire, parce que là, je vois, nous, on est dans une commune, on n'est pas très nombreux, on est plus que 350, mais je me rends bien compte, on traverse le village, enfin, je traverse la ville avec le maire, toutes les 3 minutes, il se fait interrompre, alpaguer, et c'est la vie de maire, c'est normal, cette proximité. Toi, tu as vu une évolution aussi de la manière dont les gens venaient vers toi avec l'avènement du numérique, où ça n'a pas vraiment changé, et finalement, à part qu'on t'appelle plus le dimanche soir pour réserver la salle des fêtes, finalement, cette proximité n'a pas été brisée par le numérique. Parce que il y a aussi cette idée que le numérique met une distance, et puis c'est fini. On est d'accord que l'humain, il a toute sa place, et c'est lui qui va faire vivre le truc, quand même. Oui. La seule différence qui est anecdotique, c'est que moi, dès que je suis arrivé, j'ai remplacé un maire ancienne génération, on va dire, et moi j'étais plus jeune, un peu moins maintenant, mais en fait j'ai donné mon numéro de portable à tout le monde. Alors moi c'est facile, hein, j'ai 350 habitants, c'est à peu près 200 maisons, donc on va dire 200 familles, et donc et je disais aux gens, vous pouvez m'appeler pour n'importe quoi, je suis là pour justement pour vous aider, vous accompagner, vous renseigner, enfin etc. Et donc il s'est créé dans mon village un lien assez naturel où on a une question à poser, on m'appelle. Donc alors déjà, moi j'ai pas de cœur de village, donc je me balade pas, il n'y a pas un marché, il n'y a pas de commerce, il n'y a pas tout ça, donc j'ai pas l'occasion de croiser les habitants, à part dans des événements style cérémonie ou comité des fêtes, etc. Mais pour autant, j'ai un lien direct avec tout le monde. Oui, tu disais, avant qu'on lance le podcast et qu'on enregistre, tu disais, finalement, ton village, c'est la plus grande, c'est le plus grand village. C'est l'un des plus grands villages du département en termes de surface, mais qu'à 350 habitants, puisque voilà. Oui, donc sans voiture, par contre, là, on fait rien. Ah, c'est sûr. En vélo aussi, en vélo. Alors justement, le numérique, tu disais tout à l'heure, il faut être formé. Oui. Formé à l'usage. On disait aussi formé à la mise en œuvre, formé au déploiement. Pour toi, quels ont été les plus gros freins que tu aies pu rencontrer ? Ou même d'ailleurs au travers de l'association, parce qu'on ne l'a pas dit, mais l'association des maires ruraux de France, c'est 13 000 adhérents. Ce qui représente, tu me disais tout à l'heure, à peu près 80%. Alors, les communes rurales en France, c'est-à-dire les communes de moins de 3500 habitants, ça représente 33% de la population française et 80% du territoire national. Ce qui est énorme. C'est même 88% exactement, je crois. Ce qui est quand même énorme. Oui, c'est la France. Oui, en fait, c'est la France, voilà. Et donc, justement, face à ça, est-ce que toi, tu as constaté des freins que tu retrouves peut-être aussi dans ton métier, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un effet miroir où il y a vraiment une spécificité de la collectivité territoriale où finalement quand on est avec des artisans ou des très petites structures, et ben finalement on vit la même chose. Exactement. En fait, la seule différence, c'est le fait qu'on est élu, alors qu'un chef d'entreprise, il choisit d'être un chef d'entreprise et il engage ses biens personnels, alors que nous, on engage en fait notre engagement vis-à-vis de la population et notre réputation parfois. Oui, tu engages ton mandat, c'est ça que tu dis, tu ne seras pas réélu après. Voilà, c'est ça. Mais en fait, les problématiques, c'est les mêmes. Moi, j'ai tendance à dire souvent qu'un artisan, un commerçant ou en fait une TPE, moi je gère une TPE aujourd'hui, je gère du personnel, je gère une comptabilité, je gère des investissements, du fonctionnement, etc., etc. Donc on a les mêmes problématiques et d'ailleurs on a les mêmes problématiques aussi en numérique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui les chambres de commerce, beaucoup, CCI et chambres des métiers accompagnent les artisans commerçants dans le numérique aussi à l'époque aussi pour avoir un site marchand, aujourd'hui sur la cybersécurité. Et c'est exactement la même chose sur les communes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de grande différence. Enfin, voilà, il faut que chacun prenne sa responsabilité par rapport à ça. Après, la difficulté, c'est que
c'est dans le cas des grandes communes par rapport aux petites communes ou dans les grandes entreprises par rapport aux petites, c'est que nous, on n'a pas de DSI, de directeur des systèmes d'information ou un directeur de l'informatique, etc., ou des achats, etc. Le maire, il fait tout. C'est-à-dire qu'il va à la fois faire le site internet, mais le mettre à jour, lancer les alertes, tout ce qui est administratif, il va le faire lui-même. Alors que dans une grosse structure, vous avez des services qui le font. C'est ça la grande différence, y compris une secrétaire de mairie aujourd'hui. Une secrétaire de mairie dans un village connaît quasiment toutes les applications de tous les logiciels métiers parce qu'elle fait de l'état civil, elle fait de l'urbanisme, etc. Dans une grosse collectivité, vous avez un service qui fait l'urbanisme, un service qui fait l'état civil, un service qui fait la comptabilité, c'est différent. Donc on retrouve ces logiques-là, donc c'est plus spécialisé alors que nous on est plus généraliste. Et dès que vous avez quelque chose à faire, forcément on ne peut pas tout savoir. Donc il y a ce besoin d'accompagnement et c'est pour ça d'ailleurs au niveau de l'Association des maires ruraux de France, on parle souvent d'accompagnement des élus en ingénierie qui est sur des spécificités de nous accompagner à la fois pour monter un projet, une réflexion, etc. etc. Après, on met en œuvre. Ouais, mais ça veut dire que le maire, il doit quand même maîtriser tous les métiers. Alors, on maîtrise jamais tout. Non, mais du coup, c'est aussi faire beaucoup... Enfin, c'est beaucoup de responsabilités sur lui dans la mise en œuvre quand même, parce que notamment... Pour le numérique, en cyber, le choix, l'outillage, l'implémentation, est-ce que ça va fonctionner? Quand ça marche pas, qui j'appelle? Enfin, il faut aussi se rendre compte, là je prends ma casquette d'élu, que quand plus petit, la taille de la commune, c'est aussi la taille de son budget. Enfin, c'est hyper corrélé. Donc, moins vous avez d'habitants, moins vous avez de dotation. Et donc, moins vous avez d'argent pour réaliser ce type de projet qui coûte assez cher. Oui, depuis 15 ans, le budget numérique d'une commune a fortement augmenté, à proportion gardée, mais a fortement augmenté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les abonnements logiciels métiers, l'investissement matériel, le fait de mettre un ordinateur à disposition, des fois pour une certaine partie de la population qui n'ont pas chez eux, le fait de mettre un Wi-Fi, par exemple, ouvert, puis tout le reste, le fait d'avoir un site internet, c'est pas gratuit, le fait de mettre un certain nombre d'outils, l'hébergement de données qui est corrélé l'hébergement de données, c'est un autre sujet. Et c'est là où, c'est entre guillemets le travail du moment, c'est d'essayer de trouver une solution qui... En fait, comment dire ? Il n'y a pas de solution adaptée à la taille de la collectivité. C'est-à-dire que, et c'est même pas très clair, c'est ce que j'essaye en ce moment, j'ai peut-être trouvé une solution d'éclairer. Aujourd'hui, il n'y a pas d'offre qui explique simplement, ou un package, ou un système, ou une box, ou je ne sais pas quoi, qui vous dit je te le mets là dans ta mairie, parce que tu as un ordinateur ou 2 ordinateurs maximum, et ça va te gérer ton stockage de données, ta sécurité, puis tout ce qui tourne autour du numérique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un tas d'acteurs qui font un tas de propositions en vous parlant de cyber, mais j'ai pas trouvé un truc simple. C'est-à-dire qu'à l'époque où je me suis dit je vais faire une plateforme... Je me suis investi d'une mission là tout de suite, j'ai l'impression que tu me donnes un défi. Et j'ai peut-être un truc en tête à te proposer du coup. Mais ce sera off micro parce que je vais pas lâcher des noms comme ça. Quand il y avait une multitude d'offres pour faire des sites internet, à la fois gratuites, à la fois non payantes, parce qu'il y avait aussi, rien n'est jamais gratuit. Il y avait non mais ça peut être mutualisé là, on peut avoir des coûts mutualisés. Alors. Nous, on le fait au niveau de l'Association des maires ruraux de France. La plateforme Campagnol, c'est typiquement ça. On a monté un projet pour que ça soit accessible dans le cadre des adhésions de nos collègues maires pour qu'ils aient un site internet et toute la solution à la fois technique et d'accompagnement est mutualisée. C'est pour ça que c'est un coût qui est relativement modeste. Mais pour la cybersécurité, j'ai pas trouvé aujourd'hui. Alors, j'ai pas trouvé. Comme ça fait quelques temps que j'ai lancé quelques pistes, j'ai quelques idées qui arrivent, quelques opérateurs qui arrivent. Mais moi, beaucoup d'élus me disent, voilà, j'ai revu telle entreprise, elle m'a parlé de cybersécurité, qu'est-ce que je dois faire ? Alors moi, je suis pas un spécialiste. Je m'intéresse beaucoup au sujet numérique, mais du côté de l'usager, jamais du côté technique. J'ai fait ça, mais il y a très longtemps, pour faire du codage en basique, mais je vous parle de ça, c'était à la préhistoire. Mais maintenant, j'y connais rien d'un point de vue technique, et puis je m'en fous, je veux pas savoir. Par contre, je suis du côté de l'usager, je sais qu'il y a des besoins, je sais qu'il y a des difficultés d'un point de vue technique.
donc le cyber, le stockage, les archives, etc. Il faut qu'on trouve des solutions. Il y a deux façons de voir les choses. Aujourd'hui, on est dans des solutions qui sont, on va dire, individuelles, privées ou collectives. Les syndicats numériques ou des entreprises privées, etc. Enfin, il y a un tas d'acteurs aujourd'hui qui soient ou nationaux ou régionaux, voire départementaux, voire très locaux. Mais finalement, le besoin il est le même pour tout le monde. Et souvent, on a oublié que nous avions des données qui sont souveraines. Je rappelle quand même, pour ceux qui l'auraient oublié, c'est que normalement, toutes nos données ne doivent pas sortir du territoire national. Nous sommes des collectivités territoriales. Je ne vous dis pas le nombre de données qu'il doit y avoir un peu partout dans le monde. Enfin bref. Donc, j'avais déjà soulevé cette question dans les échanges que j'ai pu avoir avec l'État pour mettre à disposition, comme c'est fait d'ailleurs dans certains pays, un stockage de données souveraines. On ne l'a pas. Enfin, encore aujourd'hui... Le stockage souverain, pour l'instant, c'est pas... Mais on n'a pas de solution. C'est incroyable. Mais il y a aussi... moi, j'aime bien balayer devant ma porte, des fois. Beaucoup de collectivités se sentent investies d'une mission et pensent que ce qu'ils font, eux, c'est mieux que tout le monde. Or, il y a des choses, à un moment donné, c'est la mutualisation. Alors, quel niveau de mutualisation ? Il y a des sujets qui devraient être nationaux. Parce que pour moi, la sauvegarde des données, c'est du régalien. Et donc, l'État... plutôt que s'occuper des choses qu'elle n'a pas à s'occuper dans nos territoires, et il y en a plein, je ne vais pas faire le débat maintenant, il y a par contre des choses qu'elle devrait plus s'occuper, et notamment ces problématiques de stockage de données, d'archivage. J'ai échangé il n'y a pas très longtemps avec une personne de la NCT que j'avais rencontrée il y a 15 ans, et je lui ai expliqué à l'époque le problème de l'archivage des données des communes. Quand vous êtes plus élu, vous partez de la commune. Donc, qu'est-ce que vous laissez en partant ? Moi, je dis souvent que quand j'ai été élu en 2008, j'ai retrouvé des archives papier partout. Ça nous a permis d'écrire un livre sur l'histoire de la commune. Je me dis que dans 50 ans, celui qui viendra, je ne suis pas sûr qu'il est capable de faire l'histoire depuis que je suis élu jusqu'au moment où lui, il le sera. Parce que les données, elles sont dans des messageries, sur éventuellement des disques durs, sur des serveurs qui n'existeront plus. On n'a plus rien, plus de traces. Et ça, c'est pas normal. Comment on fait aujourd'hui pour garder l'histoire de nos communes ? Avant, c'était des armoires et du papier. Je n'ai pas dit qu'il faut revenir aux armoires et au papier, parce qu'il y en avait beaucoup qui ne servaient à rien. Mais pour autant, aujourd'hui, tout ça, ça disparaît dans les échanges de mails. Oui, en tout cas, on sait pas le structurer. Enfin, ce que tu dis, c'est que finalement, le fait de pouvoir structurer pour le retrouver, l'exploiter et le sécuriser. Oui, sécuriser. Mais c'est des données publiques. Enfin, c'est l'histoire de nos villages. Quand vous lisez, moi c'est ce qu'on a fait avec 3 personnes de la commune, qu'on lit les archives des comptes rendus des conseils municipaux pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est riche d'enseignements, on apprend plein de choses. Alors il n'y a pas de secret, parce que c'est très administratif, mais pour autant on sait lire entre lignes. Quand vous avez des courriers qui sont échangés avec le maire de l'époque, parce que dans le village il y a une histoire de chemin, etc., etc. Aujourd'hui c'est où tout ça ? C'est très marrant ce que tu dis, parce qu'il y a quelques temps, on a eu les Journées du patrimoine, et dans ma commune, on a eu une association qui a référencé des journaux que la commune avait gardés avec des extraits, et on a trouvé des extraits de familles qui sont encore dans le village, avec des noms qui sont cités dans des clashs avec des élus, et sur la période Seconde Guerre mondiale, c'est relativement croustillant. Et donc il y a effectivement ici une trace, finalement papier. J'ai prêté ma voix pour enregistrer 2-3 articles et mettre un peu d'emphase pour que ce soit drôle, et puis pour que les personnes qui sont plus en capacité de lire puissent avoir accès au contenu des articles. Mais c'est vrai ce que tu dis, on a perdu finalement un peu ce travail de mémoire qui est lié à l'archivage, qu'aujourd'hui on délaisse un peu parce qu'on entasse de la donnée sans finalement la qualifier et donc l'indexer et être en capacité du coup de l'exploiter, quoi. Et donc quand je prends cet exemple-là, c'est pour dire qu'est-ce qui s'est passé, quoi. Alors peut-être que ta question qui était au départ de dire qu'est-ce qui a changé d'un monde à l'autre, c'est peut-être ça. C'est que finalement on est en train de finalement à développer de la mémoire vive. En fait, on efface la mémoire. Oui, finalement, parce qu'on entasse aussi des volumes de données qui sont inexploitables par l'être humain. Enfin voilà, donc
Et toutes ces questions-là, elles sont posées depuis longtemps et je trouve quand même dommage. Alors c'est bien parce que si je reviens au site internet, nous, on a instauré l'histoire de la commune, donc ça a amené des conseils municipaux. Moi, j'ai fait des interventions dans des conseils pour expliquer comment ils pouvaient faire, enfin, pour essayer d'apporter un peu ma pierre à l'édifice sur la réflexion. Et donc, il fallait qu'ils se posent à un moment donné pour pouvoir expliquer quelle est l'histoire de la commune sur un site internet, comme ça, au niveau du tourisme, au niveau de tout ça. Donc, ça a permis ça, au moins, la création de site internet. Ça, c'est sur la partie site internet. Après, sur le reste, il y a plein de choses qui... On a un peu parlé de la formation au tout démarrage. Au tout début du podcast, tu disais que c'était compliqué. Tu as aujourd'hui encore des freins. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je vis en tant qu'élu. Il y a encore des échanges qui sont compliqués pour faire comprendre les dangers. Et je veux pas là dire numérique, ça fait peur, etc. Mais c'est un fait. C'est un objet qui est multiforme et qui représente un certain nombre de dangers pour les élus, pour les concitoyens, pour la sécurité de l'information, pour la sécurité de la commune, potentiellement en fonction des villes connectées ou ce genre de situation. Est-ce que tu arrives à sensibiliser sur ce sujet? Quand on s'est rencontrés, on a fait une conférence avec VK sur la cybercriminalité. Est-ce que toi, tu arrives à faire entendre ça? Non. Ça marche pas? Non. Moi, je suis pas seule, alors ça va. Non, c'est un vrai sujet. En fait, c'est le principe... tant qu'ils y sont pas passés, ils savent pas ce que ça fait. Oh, mais il y a quand même beaucoup de communes qui y passent quand même. Oui, non, mais on en parle. Où est-ce qu'on en parle? C'est vrai qu'on en parle peu. Moi, je suis assez pour enfin, je le dis à chaque fois, mais je suis pour un MeToo de la cyberattaque. Ah non, mais pour justement. Mais moi, je suis pire que toi. Hein. Moi, j'ai dit qu'il faut hacker toutes les communes. On fait la journée du hackage complet. On bloque toutes les communes pendant une semaine. Mais non, mais. Je veux dire, oui, pour qu'ils se rendent compte, je veux dire. Dans le modèle que j'aimerais bien pouvoir proposer à nos adhérents, ils adhèrent ou ils adhèrent pas après, hein, moi j'oblige personne, c'est à la fois une solution technique, mais une solution d'accompagnement. C'est-à-dire que... après, le faux phishing, par exemple, les campagnes de phishing, c'est exactement ça. Ça fonctionne bien. Par contre, on se rend compte que s'il n'y a pas d'action de sensibilisation sur la durée, c'est ça. Avec du soft, enfin des choses, voilà, ça peut être des campagnes d'affichage, ça peut être des petits pop-up, ça vraiment, c'est pas nécessaire, enfin on n'a pas besoin d'enfermer les gens en leur disant pendant 2 heures, tu vas m'écouter parler, c'est pas ça. Et ben on se rend compte quand même que avant phishing, après faux phishing, si au bout de 6 mois il s'est rien passé, les gens ont repris les mauvaises habitudes. C'est pour ça qu'il faut faire un programme de faux phishing sur la durée, c'est-à-dire que aléatoire sur la durée pour éveiller l'attention en permanence. Même avec ça, on n'évite pas le danger, enfin la peur n'évite pas le danger comme on dit, mais pour autant il y a quand même une éducation. Non mais ça élève le niveau quand même, pour la prise de conscience. Mais c'est ça. Après, en fait, je pense que tout le monde attend la solution technique miracle qui va empêcher, mais il n'y en a pas. Non mais nous on le sait. Enfin, nous on le sait. Mais là, si on peut le dire, je pense qu'il faut être très clair. Les vendeurs qui annoncent des solutions miracles, je pense qu'il faut être très très clair, ça n'existe pas. Non, c'est du comportement. Exactement. Et puis parce que l'attaquant se réinvente tout le temps. C'est ça. Et l'attaquant aura toujours un coup d'avance sur la techno, parce que finalement la techno, elle est en réaction. Donc la plupart du temps, ils auront forcément un coup d'avance. Et s'ils ont envie de vous taper, ils vous taperont. Donc la question n'est pas vraiment de savoir si on va l'être, mais plutôt comment je me prémunis. Et comment, du coup, j'ai un plan de continuité, un plan de reprise d'activité. Mais ça, normalement, c'est un sujet qui est adressé dans les communes. La reprise d'activité et le plan de continuité, normalement, mais dans au niveau tous les domaines, d'ailleurs, incendie, c'est pareil. Exactement. C'est le même, c'est le même mode de réflexion. Mais en fait, beaucoup se disent, et chez les artisans, c'est la même chose, commerçants, enfin, on disait tout à l'heure, TPE, c'est que, bon, moi, ça m'arrivera pas, puis de toute façon, des données, j'en ai pas. Sauf qu'on sait, nous, que c'est justement c'est plus facile de hacker 500 petits comptes, on va dire, plutôt qu'un gros, parce que il y en a au moins sur les 500, il y en a au moins une partie qui va dans le rançonnage, par contre, qui va lâcher. Mais voilà, alors j'ai pas de solution, j'ai pas trouvé la solution. Je pense quand même qu'il faut qu'on trouve au moins de faire appliquer les principes techniques, je pense par exemple les noms de domaine,
plutôt que d'avoir un site internet chez Google, enfin Gmail ou quoi que ce soit, plutôt avoir le nom de domaine de la commune. Ça, c'est une réflexion qui est à l'Agence nationale de cohésion des territoires. Ils travaillent là-dessus. Ils se posent la question de savoir s'ils ne vont pas attribuer à toutes les communes un nom de domaine, enfin, notamment celles qui ne l'ont pas. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je pense qu'il faut aussi qu'il y ait une formation, un accompagnement. On le dit souvent, sur ne pas mettre les mots de passe sur l'ordinateur. Enfin, on est dans le comportemental, là. Donc, une secrétaire de mairie, elle est inondée d'applications et inondée de mots de passe. Enfin, je veux dire, même ça, il faut qu'à un moment donné, il faut qu'on trouve une solution. Donc, il y a des solutions qui existent. Il faut trouver maintenant la bonne solution qui ne coûte pas trop cher. Et puis, c'est plus difficile peut-être aussi pour une personne, on va dire, que ce soit un élu, un entrepreneur, etc., petit entrepreneur, de se dire, alors, il faut que je donne, je sais pas moi, 100 ou 150 euros par an pour un truc finalement que je ne vois pas, alors que finalement c'est utile. Mais c'est rien, 150 euros par rapport à ce que ça peut générer derrière. On le fait déjà dans le système des assurances, c'est exactement ce qu'on fait. Ouais, je connais bien. On paye en espérant qu'il ne se passera rien. Bien sûr. C'est la même chose, c'est le même raisonnement. Exactement. Et ça passe pas. Enfin, je fais le même constat que toi. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même quand on propose des tout petits budgets, finalement, je vois pas bien l'intérêt. Moi, je pense que maintenant, on va y arriver. On arrive dans une période où ça commence à... En fait, il ne faut pas essayer d'aller trop vite. Moi, je vois sur l'évolution, quand je pars depuis le site internet, enfin, je veux dire, à l'époque... Non, mais il faut bien partir d'un endroit. Et donc, petit à petit, il y a... Enfin, pour moi, il ne doit pas y avoir beaucoup de monde, beaucoup de communes qui n'ont pas au moins un outil de communication numérique. Je ne dis pas forcément un site internet, mais ça peut être un compte Facebook ou Instagram ou autre solution. Donc, ça veut dire qu'il y a une évolution sur la nécessité à avoir un outil de communication numérique. Maintenant, il faut qu'on passe à la phase suivante qui consiste à dire, derrière ça, il faut commencer à le sécuriser. Je pense, moi, qu'on est dans la bonne période. C'est-à-dire que c'est maintenant qu'il faut le faire. Il faut trouver aussi des solutions qui soient adaptées à la taille de la structure. Du clé en main, enfin quand je dis du clé en main, moi j'appelle ça un package, après avec des options, et puis la partie accompagnement, donc ça peut être de la formation, on peut faire du e-learning, on peut faire des séquences de faux hackages, enfin voilà, il y a un moment donné, il y a une pédagogie à faire et c'est sur la durée qu'on y arrivera. Tout à l'heure, tu parlais d'actifs, d'éléments de communication, site internet, pages, etc. Ça aussi, c'est un vrai danger et je pense qu'on ne s'en rend pas nécessairement compte lorsqu'on est en fonction. Mais il y a des pages Facebook, Instagram de communes qui sont administrées par des élus. Et ça, quand tout va bien, ça va bien. Martine, Jean-Michel s'en occupe tranquille. Il administre, c'est le plus geek d'entre nous, donc il met les photos des événements et c'est chouette. Et puis on se fâche. Et puis on perd la commune. Mais c'est un actif important pour la commune. Et on le voit, ça peut devenir des monnaies d'échange entre élus, entre opposition et maire en place. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement bien compris. Et la reprise d'une page Instagram ou d'une page Facebook, c'est pas 2 clics et c'est fini. Puisque c'est rattaché à un utilisateur qui va être une personne physique. Donc il faut faire une démonstration de la notoriété, de la propriété, de la notoriété de la page, etc. Donc ça, je ne sais pas si vous arrivez à sensibiliser sur ce sujet, non. Mais tu vois, comme tu disais, les noms de domaine, moi, il y a aussi ça. Et pour le coup, quand les pages sont suivies et qu'on a le nom de la ville officiel et qu'en fait, c'est administré par un élu, mais c'est une vraie problématique. Mais au début d'Internet, c'était comme ça, c'était l'adjoint ou le conseiller qui était souvent qui bossait dans une boîte informatique et qui faisait le propre site, il se fâchait, il s'en allait et puis le site en fait n'était plus mis à jour et disparaissait. Et donc la commune n'était plus propriétaire. Mais d'ailleurs tu as raison parce que tu dis qu'il bossait dans une boîte informatique, mais on peut dire que c'est la même chose lorsqu'on a externalisé la com et qu'on a externalisé type de service, on a le même problème. On se fâche avec le webmaster ou le community manager et c'est la même soupe. Et c'est aussi pour ça qu'on a créé Campagnol, parce que je disais souvent, il faut qu'on soit dans la continuité de service, c'est-à-dire que
un maire n'est pas là tout le temps. Enfin, je veux dire, moi, je serai peut-être pas élu en 2026, donc ça sera quelqu'un d'autre. Mais la référence du site internet, on peut le mettre à jour à l'intérieur, effectivement, mais il doit continuer. Il doit continuer. C'est ça, en fait. Et pour que ça soit un compte Facebook ou autre, c'est la même chose. C'est-à-dire que ça doit être la propriété de la commune. Je demande si à la limite on devrait même pas, moi j'aime pas forcer les choses, mais obliger la délibération. C'est-à-dire qu'en gros, si on veut faire un site internet, il faut délibérer pour dire qu'il faut un nom de domaine, etc. Il y a peut-être une obligation réglementaire à mettre par rapport à ça, même si je ne suis pas tout à fait favorable à toujours mettre des réglementations, à des obligations. Mais en fait, il faut faire la différence entre ce qui appartient au public, le domaine public, du domaine privé. Et ça, on ne le fait pas. Quand je suis arrivé à la Comcom, je m'occupe de la communication parce que je suis vice-président de ma communauté de communes. Les employés, parce qu'ils étaient Pôle enfance, ils voulaient partager avec les enfants, ils ont créé leur compte Facebook. Parce que le tourisme, il fait du tourisme, parce que c'est dans la compétence de la com, il a fait, etc. Mais à un moment donné, j'ai dit stop, on arrête. Chacun ne fait pas sa vie de son côté, parce qu'on parle des élus, des adjoints ou des conseillers, mais on peut aussi parler des collaborateurs et des agents territoriaux, on peut parler des salariés des entreprises. Il ne faut pas faire ça, c'est qu'à un moment donné, il faut cadrer. Quand on connaît l'enjeu aujourd'hui de la communication, dans la stratégie à la fois d'une entreprise, d'une personne, etc., avec les réseaux sociaux, il faut être encore beaucoup plus prudent par rapport à ça. Donc là aussi, il y a de la pédagogie à faire. Il y a de la stratégie et il y a aussi le fait que ces objets-là sont des potentiels outils d'attaque ou de déstabilisation à tout le moins. Parce qu'à partir du moment où je prends en main un compte dit officiel, je peux mettre la zizanie dans une commune, annoncer des travaux, il n'y en a pas, annuler des événements alors qu'en fait ils sont maintenus. Enfin, vraiment, je peux mettre la zizanie. Là, on est dans le domaine de... Ça s'attaque plus facilement. Ça s'attaque plus facilement, mais l'événement est passé. C'est-à-dire que les gens qui ont supprimé des posts, j'ai en tête des cas de gens qui avaient annoncé des choses, puis en fait, personne très bien intentionnée qui avait envie d'embêter a supprimé des posts, par erreur. Enfin voilà, au final, l'information n'est pas passée. Vous avez des communications qui parfois sont assez urgentes. Je pense notamment vis-à-vis des parents, quand on n'a pas de service d'accueil parce que, je sais pas... Le car est en panne. Voilà, le car est en panne, du coup on va pas récupérer les enfants pour qu'ils aillent à la piscine, enfin j'en sais rien. Il y a vraiment des cas du quotidien où quand il y a des guéguerres comme ça peut vraiment... Enfin, c'est pas une attaque, mais ça va mettre la zizanie là où vraiment on n'a pas besoin. Et donc cette rationalisation de l'outil Facebook, Insta, outil numérique au sens large, je trouve que c'est un sujet qui est pas très sur lequel on n'alerte pas énormément et qui pourtant... Je m'interroge, j'ai pas la réponse, mais est-ce qu'on entend beaucoup de difficultés par rapport à ça ? Mais je pense que ça remonte pas tant parce que les incidents sont passés et puis c'est fini en fait. Mais nous, par exemple, on est saisi régulièrement de communes et notamment là avec l'approche des élections, on n'est pas en période préélectorale au niveau des mairies, mais ça va pas tarder. Comme ça va pas tarder, ils essayent de se mettre d'équerre en se disant comme ça, quand ça va démarrer, on aura tous les outils. Et là, en fait, ils découvrent, et on a des sujets comme ça qui remontent au cabinet, en fait, j'ai pas la maîtrise. Et je m'en suis pas occupée parce que j'ai communiqué différemment, mais là la campagne va arriver, donc je veux mon compte Insta, donc je veux mon compte Facebook, et je ne veux pas que ce soit mon opposant ancienne mandature qui garde l'accès. Comment je le récupère? Enfin voilà, c'est vraiment des cas. Je me suis fâchée avec mon webmaster. C'est des cas un peu basiques, mais finalement en période préélectorale comme ça, on les voit quand même remonter, et ça c'est assez peu évoqué, alors même que quand on a plein d'infos dans ces comptes-là, ça peut mettre un peu la zizanie. En fait, il faut à mon avis, sensibiliser. Ça me paraît être indispensable. Mais moi, je m'interroge dès lors qu'on est sur du domaine public, c'est-à-dire l'opposant ou l'ambitieux qui dit « je vais créer un site internet avec le nom de la commune » dans ces différentes formes. Dans le domaine, on peut le poser de différentes formes. Il faut peut-être ça le réglementer, mais j'ai pas. C'est déjà le cas, c'est déjà réglementé. Le problème, c'est l'action. En fait, la problématique, c'est l'action, parce qu'une fois qu'il aura utilisé de manière déloyale potentiellement le nom de la commune, voire illicite, les actions, elles existent. Le problème, c'est que, t'as le temps de faire une action, toi ? T'as pas les moyens, t'as pas le temps, t'as pas envie de mettre de l'énergie là-dedans, en fait. Donc
Donc, c'est trop tard. Enfin, clairement, je parle pas pour les avocats, mais ça n'a pas trop de sens, en fait. C'est vraiment des problématiques qui peuvent être évitées dès le départ. Et donc, rattacher le compte de la commune à un compte vraiment d'agent / administratif, ça me paraît quand même plus logique que de le laisser traîner. Pour ça que... Même si tout le monde est souvent de très bonne volonté dès le Moi, départ. je pense sur cette question-là, j'ai pas de retour. J'ai jamais entendu. Après, là, on n'est pas sur de la commune rurale. Hein. Ce que je te donne comme exemple, là, c'est déjà des communes qui sont costauds. En fait, nous, on n'a pas besoin de ça parce qu'on est très en proximité avec les gens, donc on va leur dire directement. Exactement. Je pense que là, le contact, il est que. Et puis, comme tu le disais, s'ils ont un doute, ils vont me passer un coup de fil, ils vont m'envoyer un texto, je réponds, fin de l'histoire. C'est ça. Là, je pense à des communes dont l'échelle est pas possible. Enfin, cette hypothèse de proximité fonctionne pas. Mais en tout cas, oui, aujourd'hui, la maîtrise des objets numériques est relativement... Enfin, on le voit, assez faible, sauf dans les très grosses structures où ils ont des services, un RSSI. C'est la différence. Voilà. Et... On a quand même eu un grand projet fibre. Est-ce que tu dirais, ou est-ce que tu serais d'accord avec l'affirmation suivante, qui serait de dire que finalement le grand projet maintenant, c'est le projet cybersécurité ? Alors oui, moi je suis complètement d'accord avec ça. C'est-à-dire qu'il a fallu à un moment donné que les collectivités s'emparent de la déploiement de la fibre optique. Pourquoi ? Parce que, notamment dans les zones rurales, donc parce qu'il n'y avait pas de rentabilité pour les entreprises. Alors moi je dis deux choses par rapport à ça. Déjà, c'est tous les citoyens qui l'ont financé, et aujourd'hui c'est les opérateurs et notamment Netflix et autres, je ne sais pas si je dois citer, qui se gavent avec tout ça. Mais aujourd'hui, on peut dire que le déploiement de la fibre optique en France, elle a bien avancé. On doit être même d'ailleurs au niveau européen un des pays les mieux distribués, y compris au premier centimètre des zones rurales. Donc, c'est créer des syndicats au niveau des départements pour pouvoir déployer tout ça. Je ne pense pas que les syndicats, déjà, il va falloir que sur la durée, ils entretiennent les réseaux, qu'ils amortissent. Il y a la notion d'amortissement des travaux qui ont été faits. Donc, on pense, moi, je pense qu'il va y avoir un autre sujet qu'il va falloir traiter, c'est la cybersécurité, avec d'autres sujets, mais de renforcer justement, d'utiliser ces plateformes ces plateformes numériques qui ont fait le déploiement, qui doivent maintenant s'orienter vers un accompagnement des élus, vers d'autres sujets comme la cybersécurité, etc. Mais vous avez aussi, il y a tout ce qui est collège, il y a tout ce qui est aussi éducation nationale. Enfin, il y a des tas de sujets qui peuvent porter à l'échelle du département. J'aime beaucoup, moi, la notion de département, qui est une échelle de proximité à taille, on va dire, raisonnable, versus la région qui est beaucoup trop grande. Donc voilà, moi je suis complètement d'accord avec ça. Le département, il y a encore cette idée qu'on appartient à un département. Oui, il y a ça aussi. Mais c'est surtout c'est vrai en région, mais sur le département, c'est quand même très vrai. On appartient plus à un département qu'à une région. Voilà. Sinon, les Français ne seraient pas battus pour qu'on garde le numéro sur les plaques d'immatriculation. C'est vrai. Mais du coup, je te rejoins et je suis d'accord sur l'échelle départementale. En plus, au niveau budgétaire, ça a du sens. Le passage d'échelle a du sens au niveau départemental. Et ce dispositif-là, ces structures, elles existent. Les gens parlent déjà entre eux, les projets fibre ont avancé, il y a déjà des syndicats numériques qui ont travaillé, donc avec les querelles qu'on connaît aussi, pour venir de Chevry-Cossigny, je peux en parler, mais ce maillage territorial sur le sujet du numérique et en l'occurrence de la fibre, il existe. Ce serait dommage quand même de le perdre. Il y a quelques initiatives déjà qui existent autour de ces sujets, notamment avec Seine-et-Marne numérique. Est-ce que toi, il y a, par rapport justement à ce que représente le pourcentage de villages ruraux en France, t'as un message à faire passer sur ces aspects justement très spécifiques qui vont vous concerner, qui vous concernent peut-être encore plus que les autres, parce que si on vous apporte pas la fibre, si on n'apporte pas les services, si ça fonctionne pas, finalement vous êtes encore plus isolé que les gens qui vivent en métropole et qui ont plus de services à proximité. Mais, moi, ce que j'ai beaucoup entendu, c'est que finalement, il se trouve que j'ai un village où j'ai un tiers de résidences secondaires.
donc de gens qui habitent plutôt autour de Paris ou Paris, et qui viennent passer leur week-end ou leurs vacances dans ma commune. Et ils avaient plus de réseau dans ma commune que quand ils étaient sur Paris à l'époque. Oui, parce qu'ils ne partagent pas. Et alors, c'était à la fois parce qu'il y avait la bande passante, mais comme j'étais aussi fibré au niveau de la commune assez rapidement. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une autre notion qu'on met en avant avec les assises de la ruralité, on l'a fait aussi. C'est tout simplement que demain, les métropoles, elles ne pourront survivre en termes de besoins d'électricité, par exemple, ou d'énergie, sans les communes rurales. En ce sens que si tu veux avoir de l'électricité, donc il te faut des éoliennes, des photovoltaïques, de la méthanisation, il te faut tous ces éléments-là. Et à ton avis, quand tu représentes 88% du territoire... Vous avez le pouvoir, c'est ça que tu veux dire? Exactement. Mais c'est exactement ça. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les aménités dans le projet qui avait été présenté par Elisabeth Borne, qui a découlé sur le village d'avenir, etc. C'est ce qu'on a mis en avant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire sans la ruralité. Si à un moment donné, il y a une ultra-urbanisation de la France, parce que l'emploi, l'économie, l'industrie, tout ça, ça s'est mis autour des villes. Donc c'est la fameuse France périphérique. En fait, depuis quelques années maintenant, on parle beaucoup de besoins d'énergie pour la France, pour d'autres pays d'ailleurs aussi. Et tout ça, c'est chez nous, comme dans nos campagnes, que l'on a ça. Donc on a un pouvoir de se dire, on ne vous donne pas d'air frais, on ne vous donne pas... Moi, je me souviens, mon président qui avait dit à Elisabeth Borne que sur le problème des éoliennes, parce que c'est un vrai souci, il lui avait dit imagine qu'il faut que tu installes une éolienne dans la cour de Matignon, est-ce que tu crois que ça va être facile? Parce que derrière, il y a certaines complexités à le faire et on a besoin d'être accompagné. Et voilà. Donc, le message principal, c'est sans la ruralité, vous ne pouvez pas avoir tout ce que vous avez aujourd'hui, notamment en électricité, en énergie, etc., etc. Du coup, en transition écologique. Exactement. On arrive à la fin du podcast. À quoi as-tu envie de dire non? Qu'on vienne nous dire ce qu'on a à faire. Ce que je dis souvent, c'est qu'il y a ce que l'État doit faire dans le côté régalien, pour tout le monde, etc. Mais à un moment donné, qu'on nous laisse faire, nous, les communes rurales, ou les départements, enfin, les territoires, on est totalement capable, j'ai plus envie de dire, foutez-nous la paix, on est capable de s'adapter à toutes les situations sans forcément être contre la loi. On va l'adapter, l'aménager, la personnaliser, parce que tous les territoires ne sont pas les mêmes, donc foutez-nous la paix, on est capable de faire beaucoup de choses. Donc finalement, c'est un principe de subsidiarité à appliquer à la ruralité. Si c'est mieux fait en ruralité, le pouvoir central vous laisse tranquille. Oui, c'est ça, mais c'est toujours mieux fait en ruralité. Nous, on a un truc tout bête, le bon sens. Paysan. Ouais. Alors, paysan, il y a moins de paysans aujourd'hui dans les conseils municipaux, ça a beaucoup diminué, mais souvent, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus pratique. Et plus direct. Et d'ailleurs, il suffit de regarder ce qu'on a fait pendant la crise du Covid, ça s'est très très bien passé, il n'y a pas eu de difficulté, au contraire. Et du coup, à quoi as-tu envie de dire oui? Parce qu'il faut finir sur une note positive quand même. Alors, je dis oui, être maire, c'est quelque chose de très bien. Contrairement à ce que les médias vous laissent croire, être maire, c'est quelque chose de formidable. Et l'expérience va être vécue par tous. Moi, je voudrais que chaque concitoyen français ou appartienne à un conseil municipal ou à un moment donné soit maire. Donc oui, il faut qu'on ait des maires en France, c'est indispensable. Et bien alors ça, c'est une super note positive pour la démocratie. Merci beaucoup John d'être venu au micro de la Rome numérique. Et puis je vous dis à très bientôt sur nos réseaux, sur YouTube, sur Insta et sur toutes les plateformes d'écoute.